Le vol LY2505 à destination d'Addis Abeba est prévu au départ de Lyon 7e dans quelques instants. Nous prévoyons un temps de vol de 30 minutes aux côtés de Nathalie Bandetti et Linda Benkassel qui nous raconteront leur périple au Kilimandjaro. Nous ferons ensuite une escale de 45 minutes dans votre cerveau aux côtés du docteur Sandrine Bélier. Oui, votre cerveau, et vous verrez, il est formidable. Enfin, vous profiterez d'un moment de détente autour d'une collation servie par les membres de notre équipage qui se réjouissent d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous vous invitons à éteindre votre portable ou à le mettre en mode avion. Nous vous invitons également à prendre quelques respirations, tout en conscience, à vous relaxer et à apprécier cette capsule de temps privilégiée. Vous êtes en sécurité, nous prendrons soin de vous tout au long de ce vol. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un agréable voyage. Merci d'avoir choisi WeTalk Airways. Bienvenue à toutes et à tous et bravo à vous de vous être rendus disponibles et vous être autorisé cette capsule de temps. Je sais que vous avez toutes et tous des agendas très très chargés. Alors on nous avait parlé d'un monde après Covid où tout devait être ralenti, où on allait repartir sur nos essentiels et finalement tout s'est accéléré et on voit un phénomène qui s'appelle l'accélération de soi. Alors aujourd'hui, parce que ça va trop vite, on s'est dit qu'on allait prendre le temps et on a choisi un lieu dont l'ADN est justement d'aller doucement, le Slow Sofa Café. Alors c'est un afterwork un peu particulier puisque c'est un afterwork où on voulait tester une nouvelle formule. D'un côté des récits d'expériences sensibles et de l'autre un éclairage scientifique. C'est nouveau pour nous, on sera ravis d'avoir votre opinion. On célèbre aujourd'hui aussi le projet Trek for Good qui, je vous le rappelle, va permettre à une centaine de jeunes filles empêchées de milieux urbains et ruraux en France et au Maroc de vivre une expérience d'empowerment autour du sport, de l'écologie, de la santé et de l'éducation. Et on célèbre aussi le retour de nos deux marcheuses, Nathalie et Linda. Mais avant de les accueillir dignement, je vous laisse visionner un aperçu de leur périple. Bonjour, Trek for Good, c'est un mouvement social et solidaire. On a lancé avec Linda Benkassel, Bouchra Baïban, Nadia Troubi-Salsaf et moi-même. Nous sommes 4 femmes engagées. On souhaite construire un monde plus durable et plus équitable, et en partie pour la santé et l'éducation de la jeunesse et des enfants. Nous allons organiser chaque année un trek au bénéfice d'une association qu'on veut promouvoir et soutenir pour la jeunesse. Bienvenue chez nous.
arrivés au sommet, on est très contents et très fiers et on en profite pour remercier tous nos contributeurs et nos sponsors. C'est pas facile. Et vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux très forts. Vive Et maintenant, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements nos deux marcheuses, Nathalie et Linda. Alors peut-être avant de commencer, si certaines personnes ne souhaitent pas être prises en photo, est-ce que vous pouvez le signifier, s'il vous plaît? Le photographe vous trouve toutes très belles et très beaux, mais il aimerait avoir votre autorisation. Merci. Sur réserve de paiement de royalties. Exactement, ouais. Moi ça me coûte très cher, mais bon, c'est pas grave. On a le budget. Ils sont reversés. Oui, ils sont reversés à Trek for Good, évidemment. Nathalie, tu es la cofondatrice de WeTalk et l'initiatrice de Trek for Good. Tu es formatrice praticienne narrative, consultante pour Projet Impact et maman de 3 ados. C'est quoi en fait qui t'a motivée à te lancer dans cette folle aventure? Tu es morceau, ouais. Alors, bonsoir à toutes et tous. Déjà, merci beaucoup d'être venus pour ce moment qui est assez solennel pour nous, la célébration. Alors, ce qui m'a poussée à partir au Kilimandjaro, c'est simplement que j'adore voyager déjà, premièrement. J'aime beaucoup le changement, j'étais en pleine transition et j'ai souhaité aussi partir puisque j'avais eu une promesse qu'on s'était faite en plaisantant avec une amie qui est décédée au mois d'octobre, qui s'appelle Aïda, qui est morte d'un cancer du sein. Et on s'était dit, on va faire le Kili. Et d'ailleurs, Myriam, qui est parmi nous aujourd'hui, était partie au Toubkal, donc faire le Toubkal 4000 mètres. Et on s'est dit, en terminant le Toubkal 4000 mètres, on s'est dit, on va faire le Kili. Mais en rigolant. C'est comme maintenant Bouchra nous dit, on va faire l'Everest, c'est de la plaisanterie. Donc on est parti, enfin voilà, j'ai voulu partir en Tanzanie, en souvenir de Aïda. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer dans cette aventure? Alors, d'abord parce que Nathalie, quand elle a lancé le post sur ses réseaux sociaux de l'ascension du Kilimandjaro, je me suis dit, bon, il y a un grain de folie, on y va quand même, avec une alpiniste et non des moindres, puisque c'est une femme remarquable, donc la première femme marocaine à avoir fait les 7 plus hauts sommets du monde. Je me suis dit, bon, c'est gonflé, c'est osé, on va suivre Nathalie. Et puis de là, en échangeant avec Nathalie, on s'est dit, ce serait quand même intéressant de le faire pour une cause qui nous dépasse. Et de là a émergé l'idée de créer ce mouvement. Et très rapidement, autour des deux autres aussi, donc personnes que sont Bouchra et Nadia, on s'est dit, mais ça s'est fait de manière tellement fluide que finalement, c'est l'occasion souvent qui permet en fait d'aller au-delà d'une simple opportunité en fait. On s'est posé des questions vraiment très profondes en se disant, tiens, on va associer ça à une cause. Et très rapidement, on s'est dit, allez, un trek par an pour une cause. Et puis ensuite, très naturellement, il y a les bootcamps autour d'empowerment qui a émergé. L'idée de la santé inclusive avec le cartable connecté. On a eu aussi tout de suite des personnes comme Tiane et Adriana qui nous accompagnaient aussi sur l'identité visuelle. Et on est là aujourd'hui, c'est juste incroyable. Comment une idée en fait qui émerge peut arriver à vraiment un projet impact. Ton expérience, elle est vraiment de l'ordre sensible. On sent qu'il y a quand même une vraie spiritualité. Il y a quelque chose qui s'est dégagé dans ton quotidien, un rapport aussi au temps qui, je crois, a changé, ou en tout cas des intuitions que tu avais qui se sont confirmées. Est-ce que tu peux un peu cette idée? Alors oui, effectivement, j'aime beaucoup porter des projets, donc je suis toujours assez occupée. Et j'ai besoin en fait de partir plus ou moins loin, ça peut être aussi en France, mais en l'occurrence l'Afrique c'est un autre rythme quand même. Et marcher
une quarantaine d'heures, ça permet de se reconnecter au temps, ça permet de se reconnecter aux éléments, à la nature, et donc de faire tout un voyage. Il y a un voyage physique bien évidemment, mais il y a aussi un voyage vraiment intérieur, de déconnexion. On est tellement pour le coup dans la souffrance. Alors pour moi, pour ma part, c'était pas physique, c'était ma quête de souffle, qui était à partir de 4000 mètres, c'était quand même assez difficile. Et donc, voilà, de facto, le corps nous dit, bon, là, il va falloir ralentir, il se met en mode pilotage automatique. Nos pensées, finalement, moi qui pense énormément, tout le temps, j'ai toujours des idées, toujours des pensées qui me traversent, et c'est un moyen pour moi, vraiment, de pouvoir redescendre. Alors, je m'élève physiquement en gravissant un sommet, mais je suis beaucoup plus ancrée, en fait, dans le réel. Et voilà, et puis la connexion vraiment aux éléments est profondément spirituelle. Pour moi, c'est vraiment une quête spirituelle, voilà, une reconnexion grâce aux éléments. Tu me disais qu'au retour en terra firma, tu avais été transformée par cette expérience au quotidien. Oui, alors je suis restée dans les nuages pendant à peu près un mois, ce qui est quasiment juste impossible pour moi habituellement. Et là, j'essaye vraiment de garder tous les bénéfices de ce temps. Comme tu le disais en introduction, on est dans une ère avec l'accélération de soi. On est dans une ère d'immédiateté. Il faut tout faire tout de suite, répondre tout de suite à tout. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices et vraiment me reconnecter à l'essentiel. Voilà, me connecter à ce qui me nourrit profondément. D'ailleurs, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais sans aucune difficulté, hein, pendant qu'ils faisaient leur feuille de route 2023 le même jour, à la même heure. Moi, j'étais à 5895 mètres. Donc ça me permet aussi d'avoir une vision 360 degrés, d'être vraiment au sommet. Même si le sommet, c'était pas une fin en soi. Je suis pas partie avec cette idée de performance, d'objectif à atteindre. Je me laisse vraiment porter par ce qui se passe au moment présent. Donc finalement, tout a commencé au kilomètre zéro. Ouais. Et toi, Linda, tu m'as expliqué qu'en fait, que dans ton sac de retour, tu es rentrée pleine de souvenirs, mais tu m'as parlé aussi d'une formule à reproduire au quotidien, quelque chose que tu peux appliquer vraiment depuis que tu es rentrée. Alors effectivement, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que, alors vous nous voyez très heureuses au départ, on chantait beaucoup moins au fil des étapes, ça c'est clair. On se calculait même plus, d'ailleurs on se regardait en chien de faïence, elle m'a dépassé d'un mètre, et le mètre était extrêmement important à partir d'une certaine altitude. Mais justement, ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'au début du film, on voit le Kilimandjaro. Donc on se dit, ok, on a notre objectif, il est là, on peut le visualiser, on peut le matérialiser, on le voit. On se dit, ok, on va y aller, on sait qu'il y a des étapes. Puis ensuite, très rapidement, effectivement, quand on monte en altitude, se pose une question effectivement, du souffle, c'est la gestion du souffle. On avait 2-3 personnes extrêmement sportives qui ont eu beaucoup de mal à gérer ce souffle-là. Mais aussi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que on arrive à un moment où cet objectif majeur, il est plus important, on l'oublie. Et on se dit, le plus important là maintenant, le moment présent, c'est d'avancer en fait, c'est de faire un pas de 20 cm, de 50 cm. Et du coup, pour moi, ça a été une évidence et j'ai fait tout de suite un parallèle, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. Dans la vie professionnelle, on a des objectifs business, etc. On doit faire un certain nombre on a un plan d'action. Mais c'est comment justement, pour atteindre cet objectif important, comment arriver à le diviser en étapes et de donner de l'importance à chacune des étapes. Et du coup, c'est presque une formule dans le sens où, si je veux arriver à quoi que ce soit, atteindre un objectif personnel, professionnel, eh bien, je fais ce parallèle avec le Kilimandjaro en me disant, il m'a semblé impossible d'atteindre ce sommet parce que d'abord, je ne suis pas une sportive de haut niveau, parce que j'avais un temps de préparation extrêmement limité, et c'est pour ça que je parle des folies. Je pense que j'ai fait abstraction et ce sera vraiment intéressant aussi d'avoir le retour de notre professionnel en neurosciences, parce que je me dis, mais comment, si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je pense que je ne serais pas allée. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est ces étapes-là. Et l'importance de chaque petit succès, et on prenait le temps de vraiment de célébrer en fait chaque étape.
Et du coup, l'objectif final, on l'a atteint sans s'en rendre compte parce qu'on célébrait chaque étape. Alors au début, Bouchra était parti avec l'intention de rester un groupe soudé, mais la force des choses fait que, arrivé à un certain stade de souffrance, les rythmes changent littéralement. Notre guide Julius nous a tout de suite, dès le départ, donc on devait être à 2000 mètres à peu près, nous a dit polé, ce qui veut dire doucement, et ils nous ont répété ça tout le long pendant les 6 jours. Vraiment faire des petits pas. Et effectivement, alors il y a des personnes qui se sont autorisées à prendre du personnel, si je puis me permettre, pour faire porter les sacs à dos du quotidien, puisqu'on avait nos sacs à dos d'une douzaine de kilos que les porteurs prennent de fait, et puis on a un petit sac à dos de quelques kilos. Et effectivement, le rythme, au fil de l'eau, il y a des personnes qui ont eu plus de difficultés, et pour faire écho à ce que disait Linda, c'est pas une question. Alors bien sûr, le physique, il vaut mieux partir dans des aventures comme celle-ci entraîné. Hein. Nous, on n'avait que 2 mois, donc en plein hiver en plus, donc on n'est pas parti très entraîné. Et il faut avoir une certaine forme physique. À part la forme physique, ça fait pas tout. Voilà, on peut avoir le mal de l'altitude, on peut avoir d'autres soucis, et ça a été le cas d'une personne qui fait du trail tout le temps, donc qui court comme un lapin dans les montagnes, et il a été en souffrance. Donc effectivement, ça s'étiole en fait au fil, et puis chacun gère ses émotions à sa manière. Moi, c'est vrai que j'ai eu un petit coup plutôt sur la descente quand on nous a dit, donc on monte pendant des heures, donc on est parti à 1h du matin, on arrive au sommet à 10h30, sachant qu'on avait marché toute la journée avant. Et après, arrivé à 10h30 au sommet, il faut redescendre au camp de base. Camp de base, on l'a atteinte entre 15 et 17h en fonction des personnes. Et puis à 18h, ils nous disent on repart. Donc là, j'ai cru que je les trucidais. Et donc c'est là que j'ai dû gérer mes émotions, pour le coup. Parce que, et j'ai dû anticiper, puisque pour rester quand même agréable vis-à-vis de l'équipe, qui quand même travaille jour et nuit pour nous, et puis c'était une vraie contrainte en fait, puisque comme on avait mis trop de temps, il fallait atteindre un autre camp de base, on ne pouvait pas rester au camp initial. Donc là, effectivement, on rentre en ligne de compte la gestion émotionnelle, et c'est aussi pour ça, je trouve qu'à travers le voyage, on développe des compétences pour le quotidien, et les émotions, bien sûr, ça en fait partie. Et j'ai dû anticiper, accueillir mon énervement, ma colère, et pour pouvoir la gérer, j'ai décidé de partir tout de suite, en fait, puisqu'en fait, mon objectif, c'était d'arriver le plus tôt possible à l'autre camp. Donc c'était suffisamment plat, ça allait, c'était gérable, mais voilà, on était quand même très épuisés. Nadia, elle avait très très mal au genou, elle avait fait toute la descente, il faut savoir qu'elle avait des problèmes de genou, plus maladie auto-immune. Donc voilà, je pensais aussi, ce qui me stressait en fait, voilà, dans la gestion du stress, c'était aussi de penser aux autres personnes qui étaient vraiment en difficulté. Ça, c'était pas facile. Donc tu devais gérer tes propres émotions, ta propre souffrance. Comment ça se passe quand on voit sa fille J'imagine qu'elle était un petit peu en avance sur vous, non? Elle était... Elle avait... Non, elle était... Non, peut-être que je me plante. Non, déjà, effectivement, moi j'ai vraiment découvert ma fille du coup en tant que jeune femme, vraiment parce que du coup, il y a eu des moments qu'on n'aurait jamais pu avoir en temps normal. Finalement, ça fait écho aussi avec l'introduction que tu as faite, c'est-à-dire qu'on est dans son monde, elle a ses occupations, j'ai les miennes. Et puis là, il fallait qu'elle se coltine maman H24, puisqu'on dormait aussi sous la même tente. Mais du coup, c'est créé en fait quelque chose d'assez intime. Et puis, pour moi, en tout cas, inattendu, c'est qu'on s'est mis à parler de sujets qu'on n'aurait jamais abordés dans notre vie quotidienne. Et puis, elle m'a posé des questions, en fait, sur certains pans de ma vie, de certaines expériences. Elle a découvert pourquoi j'ai eu cette expérience. Elle a été assez surprise. J'aimerais comprendre pourquoi tu as fait ça à tel moment de ta vie. Donc on s'est retrouvés déjà. Moi, ça a été personnellement une connexion avec ma fille qui était inattendue. Et du coup, je me devais aussi de réussir avec elle. Donc j'avais aussi cette responsabilité de maman d'essayer de montrer entre guillemets l'exemple et puis d'essayer d'avancer, de lui donner de la force. Alors j'en avais plus, mais par un regard, par une présence. Et bon, arrivé à un moment où on ne parle pas en fait, hein, on a des ombres, on a des présences, on sait qu'elle est là, devant, derrière, mais à un moment donné, personne ne parle, personne ne blague. On est en train de
parler à notre corps en fait en interne en se disant il faut que ce corps que j'ai me porte. C'est là où aussi on le découvre, on découvre aussi nos ressources. Mais effectivement, donc le lien et l'expérience avec ma fille est juste exceptionnelle et c'est vrai que du coup, moi j'encourage vraiment chacun et chacune de saisir en tout cas ces opportunités, de se reconnecter à son enfant, surtout quand il atteint un âge d'adulte en fait, et de le considérer en tant que tel. Et pour moi, le collectif, du coup, a été aussi important parce qu'on parlait de Nadia. Nadia, elle a des maladies auto-immunes. Quelques mois avant, elle avait sa canne, elle marchait avec une canne. Et de penser à elle, à un moment donné, ça vous donne de la force. De penser aussi, on revient un petit peu à ce mouvement qui a un objectif qui nous dépasse, qui est de faire ce trek pour une cause. Je pense que c'est des éléments en fait qui vous donnent de l'énergie, c'est un espèce de carburant émotionnel, une énergie particulière qui fait que finalement vous avancez, vous faites ces petits pas de 20 cm, de 50 cm qui font qu'on atteint derrière le sommet. Tu disais, quand on préparait cette séance, que tu avais laissé des ados derrière toi. Tu avais un rapport finalement au détachement, parce que tu as souvent utilisé le terme de détachement, de délester de beaucoup de choses. Comment ça s'est passé avec tes ados que tu as laissés derrière, contrairement à Linda qui était avec une de ses enfants? Alors moi, ils auraient bien aimé venir. Alors les ados ont l'habitude que je parte déjà, même si j'ai été présente pendant 15 ans à la maison avec eux, à leur côté. Je les ai élevés, on les a élevés avec leur papa de manière à ce qu'ils puissent partir de la maison. Voilà, un enfant, on ne fait pas un enfant, on n'a pas un enfant pour le garder toute sa vie auprès de soi. On élève un enfant, en tout cas c'est ma conception, pour qu'il puisse être en mesure d'être autonome, d'être indépendant, de pouvoir aussi gérer la distance avec ses parents à partir d'un certain âge. Donc à partir du moment où l'enfant il est sécure dans sa petite enfance, il n'y a aucune raison qu'il pleure ou qu'il ait de la jalousie ou qu'il ait un quelconque sentiment négatif, une quelconque émotion négative. Donc moi, mes enfants, ils m'ont encouragée, ils étaient contents. Et ce rapport au détachement, effectivement, c'est quelque chose que je vis assez naturellement finalement, puisque quand je pars à 10 000 km d'eux, je les confie à quelque chose qui est plus grand que moi. Donc je n'ai pas de crainte. Voilà, tout peut arriver, mais tout peut m'arriver aussi au coin de la rue. Donc j'ai pas de problème à partir. Et puis finalement, en y repensant, j'ai pensé à ma propre éducation à moi. Moi, mes parents aussi m'ont appris à partir seule. À 16 ans, je faisais le tour de l'Autriche toute seule. Donc je pense que justement le lien d'attachement qui est si important pendant l'enfance, qu'on doit préserver avec les enfants, si on a ce lien d'attachement, si l'enfant a eu ce lien d'attachement sécure, il n'aura aucun souci après pour voir ses parents partir momentanément ou définitivement. En fait, c'est juste crucial. Et donc, voilà, cette éducation que m'ont donnée mes parents et que j'essaye aussi de la transmettre avec mes propres enfants. C'est important pour moi. Ce qui m'a frappé dans vos deux témoignages, c'était que toi, tu t'étais vraiment focus sur le cheminement, c'est-à-dire l'itinérance, c'était vraiment ton focus. Toi, tu étais plutôt porté sur l'objectif, donc vous avez vécu le temps différemment. Effectivement, c'est-à-dire que dès le départ, alors il n'y avait pas de performance, c'est-à-dire qu'on était, d'abord moi j'étais très heureuse que ma fille me propose de venir, du coup j'aimerais bien qu'elle se détache un petit peu de moi de temps en temps, puis elle avait dit non, je viens, du coup ça a été pour moi vraiment quelque chose de très important, mais il n'y avait pas de performance. Le plus important pour moi, c'était pas combien de temps on allait mettre pour arriver ou d'arriver parmi les premiers, mais c'était d'arriver en fait. C'est d'avoir cette image de la montagne et puis de se dire qu'on arrivera tout au bout de cette ascension. Et du coup, effectivement, pour moi, ce qui était important, c'est de réussir cette ascension avec Sarah et avec le collectif, bien entendu, à son rythme. Et d'ailleurs, j'étais plutôt parmi les derniers que les premiers, et ça m'allait bien, en fait. Ça m'allait bien. Et du coup, oui. Et c'est pour ça que le fait d'avoir ces petits pas
et d'avancer dans l'objectif, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant en fait. Ça a été très intéressant et je me suis refusée, bizarrement en fait, je me suis auto-programmée à ne pas, je ne pouvais pas vivre l'échec en fait, le fait de m'arrêter sauf évidemment si on avait eu un vrai souci physique, mais je m'étais auto-programmée à ne pas penser à m'arrêter. C'est-à-dire que pour moi, il était impossible d'imaginer m'arrêter, sauf évidemment pour des raisons physiques, mais donc du coup, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il était inimaginable de m'arrêter en me disant bon, je suis essoufflée, fatiguée. On savait qu'on allait être fatiguée, essoufflée. N'empêche que ça, on l'a intégré, puis du coup, ça a conditionné la marche. Et du coup, je ne sais pas si au niveau du cerveau, on a la possibilité d'agir, en tout cas, ou de conditionner son cerveau. Je l'ai fait certainement sans le savoir. Et du coup, ça a été intéressant pour moi. Oui, et Sandrine sera en mesure de nous amener quelques éléments sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions sur ces deux témoignages de Nathalie et Linda. Et sinon, on invite Sandrine Villiers sur la scène pour partager avec nous les secrets de votre cerveau. J'avais juste une petite question. Vous êtes à l'intersection de l'horizontalité et la verticalité. Si toutefois on devait attribuer à la montagne une âme et un esprit, est-ce que vous diriez qu'elle-même vous a accueilli? Alors complètement, vraiment complètement, parce que du coup, cette immensité, en fait, la nature et la montagne en elle-même, effectivement, on aurait pu presque la personnifier. Il fallait la respecter, il fallait y aller pôle-pôle, doucement, doucement. Et on était là, les porteurs étaient là pour nous le rappeler, nos guides étaient là pour nous le rappeler. Mais je pense qu'effectivement, il y a des notions vraiment de respect de cette montagne. Et on n'était finalement que des invités. Et du coup, elle a accepté de nous accueillir jusqu'au sommet. Mais effectivement, il y a cette dimension-là. Alors, pour ma part, les montagnes, comme le reste de la nature, pour moi, c'est sacré. Mais effectivement, avec les montagnes, il y a quelque chose de vraiment particulier. Et plus on y va, plus on est addict. Donc, il y a une force... il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, après, les peuples locaux le considèrent à leur fonction. En Tanzanie, ils sont musulmans, mais il y a aussi des animistes. Donc, fonction des croyances, des spiritualités, eux, ils vont considérer que la montagne a une âme. Voilà, il y a plein de croyances autour de la montagne. Et ça en fait un lieu sacré. Et puis, au niveau énergétique, on sent qu'il se passe des choses. D'autres questions? Merci beaucoup pour les témoignages, sont plein d'émotions et puis voilà, quand je connais un peu Nathalie, c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur d'écouter ça. Je me suis posé la question tout à l'heure en me disant est-ce que si je viens, et tout de suite l'idée en tout cas ce qui me venait à l'esprit, c'est l'ascension spirituelle. Et je me suis posé, moi aussi j'aime beaucoup la montagne, et je me suis dit mais est-ce que quand on est ancré dans une croyance, est-ce que le fait de monter, c'est aussi une manière de créer une ascension spirituelle? Et je me posais la question de savoir si lorsqu'on fait cette ascension, en tout cas, comment on fait en fait pour garder l'esprit, c'est-à-dire en fait il va y avoir comme un phénomène entre des moments où l'esprit part, et puis il y a l'ancrage dans le corps, et puis il y a la souffrance, on parle des souffrances, et je me posais la question en fait de savoir comment ça se passe en fait entre le corps, puisqu'on est aussi, quand on est croyant, on a une part céleste en nous, c'est de se dire comment ça se passe en fait, comment ça se met en œuvre et dans le temps, et il y a la souffrance du corps donc qui nous rappelle qu'on est un corps, mais il y a aussi le mental, il y a plein de choses en fait qui se passent et l'équilibre à trouver dans tout ça en fait. C'est la question, c'est en tout cas ce qui m'est venu à l'esprit en fait, comment on fait quand on est entre le céleste et le terrestre et puis le corps qui est là au milieu. Merci. Alors, mon ressenti, c'est qu'il y a une alternance. C'est-à-dire que quand tout va bien au niveau de ton corps, voilà, tu peux te connecter, tu observes. D'ailleurs, j'en parle dans le carnet de voyage. On observe la nature, on prend le temps, on discute, on rigole. On s'était dit avec Linda, super, parce qu'on est déjà partis ensemble en vacances, mais sur un voilier en Sardaigne. Donc là, pour le coup, on s'est dit, tiens Linda, on va s'éclater, on va partir. Mais en fait, on n'a pas rigolé pendant combien de temps? On a attendu d'être à Zanzibar pour rigoler. On n'a pas eu le temps de rigoler.
Mais voilà, la connexion, en fait, dans le corps, il y a un certain nombre de choses qui font qu'il y a une alternance. C'est-à-dire quand le corps il est en souffrance, c'est l'esprit qui prend le relais, et inversement. Mais effectivement, plus tu montes, et plus tu es dans une sorte d'inconscient, en fait, parce qu'il y a le mal de l'altitude, donc il y en a certaines, enfin beaucoup, tout le monde quasiment a eu le mal de l'altitude. Voilà, donc les gens, quand ils, excusez-moi, mais quand ils commencent à tous vomir, il faut qu'ils gèrent leurs difficultés. Moi j'avais pris du coca, alors je sais pas si c'est ça, hein, l'homéopathie, je sais pas si c'est ça, mais ça marchait pour le Toucan, donc je me suis dit que ça marcherait pour le Kilimanjaro. Donc j'ai pas eu à gérer le mal de tête, les vomissements, etc. Et donc j'ai pu vraiment, enfin voilà, on se sent happé par. C'est vraiment un acte d'adoration pour moi, c'est-à-dire que dans mon quotidien, j'ai beaucoup de mal à me connecter au divin sans la présence de la nature. En ville, je suis pas très connectée. Donc, l'esprit prend tout de suite le pas, et puis quand on est dans l'inconscient, on laisse faire en fait, on lâche prise. C'est ça aussi, plus on monte, plus on lâche prise. Donc ça, c'est génial. Moi, j'ai en mémoire en fait un moment vraiment bien précis pour répondre à cette question. C'est Sarah et moi, donc à un moment donné, il était je crois 2h du matin, on s'est retrouvés dehors à regarder les étoiles. Mais là, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce que le ciel étoilé, en fait, à ce moment-là, il est à la fois très loin, mais très près aussi. On a l'impression qu'on peut vraiment toucher les étoiles. C'est vraiment, ça scintille, le ciel est illuminé, la nuit est illuminée. Et moi, j'avais jamais vécu ça, personnellement. Vraiment, j'avais jamais vécu ça. Et en fait, on ne s'est pas parlé, Sarah et moi, on était assises l'une à côté de l'autre. Et ça ronflait dans les chaumières. Et puis on regardait, et effectivement, là, le mot élévation avait tout son sens, la connexion au divin avait tout son sens. Là, on est tout petit, quoi. À un moment donné, on se dit, ben oui, on est tout petit. Et effectivement, à ce moment-là précis, pour moi, ça a été très, très, très important. Et effectivement, comme disait Nathalie, en fait, cette alternance entre l'esprit, cette énergie, notre capacité en fait à se projeter dans le succès en se disant on va y arriver. Le corps, moi j'ai découvert mon corps honnêtement, je ne pensais pas être capable d'y arriver. Très très honnêtement, j'ai vu 2-3 tutoriels, j'ai vu que Léna Situation est arrivée à faire le Kilimanjaro, je me suis dit la Parisienne elle y est arrivée, moi, Finger in the Noise, tu parles, ça chantait beaucoup au départ, j'ai moins chanté ensuite, mais du coup, je pense qu'effectivement, cette capacité en fait à se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, pour moi, ça m'a aidé. Et cette image des étoiles, c'est juste incroyable pour moi. Merci. Et la nature, tu en parles beaucoup, donc Sandrine Bélier, merci d'accueillir Sandrine sous un tonnerre d'applaudissements également. Ah oui, c'est la première fois que vous croisez, en effet. Alors, la bio de Sandrine est très très longue, donc je vais essayer d'être la plus succincte possible. Donc Sandrine, tu es docteur en psychologie cognitive et coach et cognitive designer chez Human Matters, aussi maman. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots c'est quoi les sciences cognitives et les applications que tu en fais? Alors, effectivement, donc, je suis docteur en psychologie cognitive. La psychologie cognitive, donc, c'est l'étude des mécanismes cognitifs, donc un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, comment notre cerveau appréhende le monde, les situations, communique, etc. Donc quand on parle de psychologie cognitive, en fait, on va s'intéresser à des fonctions du quotidien comme la mémoire, comme l'attention, comme le langage, qui nous permet de communiquer avec autrui, également comme les fonctions exécutives qui nous permettent de réfléchir, d'analyser, etc. Et puis des fonctions de perception visuelle, comment j'apprends le monde et je lui donne un sens, et d'imagerie mentale visuelle, donc je suis capable de créer des choses dans ma tête sans que les choses soient physiquement présentes. Donc tu es une exploratrice du cerveau. Exactement, je m'intéresse à cette application de la recherche depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis 2000, j'ai rejoint une entreprise, Human Matters, qui en fait applique la recherche
pour une utilité à la société, aux entreprises, pour mieux apprendre par exemple. Donc si on est enseignant, si on comprend comment le cerveau fonctionne, comment mieux mémoriser, bien sûr qu'on va mieux transmettre de cerveau à cerveau. Si tu devais faire un rapport d'étonnement, qu'est-ce que ça donnerait? Déjà, waouh, bravo, et puis ça donne envie, c'est une expérience qui est incroyable et qui vous est propre en plus et partagée, mais chacun a ses souvenirs et son vécu, donc je trouve ça assez exceptionnel. Alors moi j'ai préparé une intervention en m'imaginant, donc c'est vrai que en préparant l'intervention, je me suis imaginée à votre place, de cette idée de faire une ascension comme celle-ci, et j'ai commencé à réfléchir à ce qui pouvait se déclencher aussi. Mais forcément, ça colle pas totalement à ce que j'ai entendu, à ce récit que vous en avez fait. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi pas mal de notes, parce que bien sûr on pourrait parler de plein de choses. Ça a été en connexion avec déjà beaucoup de capacités cognitives, mais aussi à plein d'autres choses beaucoup plus philosophiques, spirituelles aussi, et qui sont, je pense que c'est une expérience essentielle, c'est ce type d'expérience qui est vraiment essentielle pour changer notre rapport au monde, notre rapport au temps aussi, et si on veut répondre à ces enjeux actuels, comme ces enjeux climatiques, on a vraiment besoin de ces expériences de reconnexion à la nature. On s'est quand même assez éloigné de cette nature qui pourtant nous fait du bien, qui pourtant, nous sommes nature également en tant qu'humains, hein, et on a pris une place qui est peut-être trop dominante aussi par rapport aux autres espèces vivantes. Et on s'en est déconnecté parce que notre attention, elle a été aspirée par les écrans, par la ville, par des choses qui au quotidien, du coup, on n'y pense même plus, on s'en rend même plus l'importance de se reconnecter au vivant, à la nature. Alors qu'on voit que des expériences comme ça, alors bien sûr on ne va pas partir tous les jours vers l'ascension du Kilimandjaro, mais ce que ça nous dit aussi, ce récit, c'est qu'il faut retrouver une qualité attentionnelle au quotidien. On n'a pas non plus besoin, enfin c'est génial, hein, ça donne vraiment envie de le faire, j'aimerais bien le faire, mais ça doit nous interroger aussi sur cette accélération du temps, qui fait qu'on ne prend plus le temps de se connecter à soi, aux autres, au monde, alors qu'au quotidien, on peut passer quand même quelques minutes à regarder son animal domestique, si on a un chat par exemple, s'étirer, ou même un brin d'herbe, les étoiles, le ciel. Alors c'est vrai qu'il faut s'éloigner un peu de la ville pour envoyer des étoiles. Alors ça, c'est un message important, notamment pour les éducateurs, parce que tu parles de qualité attentionnelle, mais tu parles aussi de capital attentionnel et de voleur d'attention. Comment ça se passe en fait au quotidien? Alors en fait, une des capacités essentielles, une capacité cognitive essentielle, c'est l'attention. Mais elle est limitée. On voit bien qu'on ne peut pas être attentif à tout, et on est obligé de faire un choix. Et parfois, ce choix, il n'est pas volontaire. En fait, notre déplacement de l'attention, il y a des personnes qui savent très bien comment notre cerveau fonctionne, les réseaux sociaux, etc. Donc il faut savoir capturer notre attention finalement. Et puis c'est assez plaisant parce qu'on n'a pas trop à réfléchir, on se laisse capturer son attention et puis on regarde stupéfait et finalement on a passé 2 heures sur quelque chose, on n'avait pas du tout l'intention de passer ce temps-là. Donc c'est aussi de reprendre le contrôle de son attention pour reprendre le contrôle de sa vie. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie? Est-ce qu'on a envie de si c'est ok, pourquoi pas, mais si on se dit mince, je passe trop de temps là-dessus, j'aimerais faire d'autres choses de ma vie. Et c'est aussi de comprendre que l'attention elle est limitée, qu'il y a une attention donc exogène, c'est-à-dire qui est capturée par l'extérieur, mais aussi on a une attention endogène qui vient de nous. Je peux décider
de reprendre mon attention, de la refocaliser. Et c'est pas évident parce que c'est sans cesse des va-et-vient. Des fois, j'ai des pensées qui viennent, et je rumine, etc. Mais j'ai cette capacité à dire non. Maintenant, avec discipline et fermeté, je reprends mon attention, mes capacités attentionnelles, et elles ne vont pas être occupées à penser à ces choses inutiles, mais je vais les recentrer à mon objectif que j'ai. Et ça, c'est une discipline, c'est un entraînement, c'est la méditation, par exemple, est un entraînement cérébral qui permet de s'améliorer dans cette discipline-là. Ok, j'ai des pensées, hop, je les reprends, et en fait, je regarde passer mes pensées comme des nuages passent dans le ciel. Je ne vais pas m'accrocher à chaque nuage, comme je ne vais pas m'accrocher à chaque pensée parasite. Sur l'expérience qu'elles ont vécue, c'est une expérience qui était où le corps était dépassé parfois, puisque vous étiez en souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments de lenteur ou d'un point de vue corporel, cognitif? Alors, on parlait de l'accélération du temps. On se demande si c'est une impression ou si c'est vraiment réel. En fait, ce n'est pas qu'une impression. On a une accélération du temps qui est dans les moyens de communication, les moyens de déplacement. Et puis nous-mêmes, on est impatients, on veut que tout aille plus vite. Et en fait, on voit bien que ça nous épuise et on le sent bien, on le ressent bien. On a une surcharge mentale, le nombre de personnes aussi qui commencent à ne plus supporter d'être en surcharge cognitive, mentale, en surchauffe. Et là, l'hypothèse que vous aviez de se dire mais ça doit pouvoir me faire du bien, c'est de décélérer finalement, de reprendre le temps. Donc c'est une décision aussi qu'on prend. Et en fait, comme on ne fait pas naturellement parce qu'on a l'habitude d'aller vite, faut aller vite, etc., là, comme c'est imposé par la situation, l'oxygène qui manque, la difficulté aussi, le corps qui... Eh bien, on se retrouve aussi en unité aussi par rapport à unité corps-esprit, qui est assez intéressante, et on fait un va-et-vient entre les deux. Alors que souvent, on se rend bien compte que dans nos vies quotidiennes, c'est surtout le mental qui travaille, on est toujours en train de penser, on oublie même son corps, on reste assis pendant des heures et des heures, on regarde son nombre de pas qu'on a fait et on constate qu'on a fait 700 pas au lieu de 10 000. Ça m'est arrivé un jour où je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai pas bougé ma jambe. Donc oui, c'est ça aussi, c'est prendre le temps de s'ancrer aussi. Hein. J'ai vraiment bien aimé aussi ce côté où finalement c'est une qualité attentionnelle d'être dans l'instant présent. Et c'est comme ça qu'on gagne en qualité attentionnelle, même en discutant avec quelqu'un. Quand vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de parler avec quelqu'un, vous êtes sur votre téléphone en même temps, finalement, vous voyez que l'autre, il les intéresse et il sent que vous dérangez et que vous n'avez pas du temps pour vous, donc pour lui. Donc après, voilà, c'est pas comme ça qu'on va construire une vraie relation. Et là, la relation, vous l'avez construite aussi avec la nature. Hein, vous parliez de connexion, mais c'est une qualité vraiment... de votre attention, de votre pleine présence à cette nature. Il y a aussi un enjeu qui était corrélé au temps, qui est l'enjeu de la performance. Tu expliquais, Linda, que le fait qu'il n'y ait pas de logique de performance, c'est-à-dire d'atteindre le sommet dans un laps de temps précis, ça t'a allégé, en tout cas ça a enlevé une source de stress. Et tu expliquais aussi cette formule de petits pas et de célébration qui, je crois, est exactement un des mécanismes du cerveau et ce fameux circuit de la récompense. Oui, ça c'est une note que j'avais prise parce que je trouvais ça intéressant. Hein. Mais on célébrait chaque étape. Et en fait, le cerveau, pour se motiver à faire les choses, à passer à l'action, il aime la récompense. Et la récompense immédiate. Hop, je fais quelque chose, j'ai ma récompense. C'est pour ça qu'en termes d'action écologique, on ne fait pas grand-chose, parce que c'est tellement loin, autant faire des choses immédiatement. Voilà. Donc là, des objectifs trop lointains, on peut se démotiver face à des objectifs trop lointains. Et le fait d'avoir découpé cet objectif immense en sous-objectifs, mais surtout de célébrer ce qui permettait au cerveau aussi d'activer de la récompense, donc du plaisir, de la dopamine, ça donne envie de recommencer. Et on se dit waouh, une petite étape de plus. Alors que sinon, si on n'a pas de célébration, si on passe vraiment
d'étape en étape, on peut abandonner. Là, il y a plus de chances d'abandonner. Et j'ai des exemples comme ça, où quand des personnes font des thèses aussi, donc un doctorat, c'est 3 ans, etc. Et sans étape, sans célébrer, sans avoir des... c'est quand même... c'est vertigineux. Hein, donc, il faut se donner au quotidien, quand vous avez des objectifs long terme comme ça à atteindre, c'est important de se donner aussi des petites célébrations. Et il y avait aussi autre chose qui était liée à la croyance. Je crois qu'il a dit on ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu ce que tu exprimes, Linda. Quel est le rôle de la croyance dans justement ce récit? Alors c'est super important parce qu'en fait, ça c'est une note aussi que j'ai prise. Est-ce que se projeter dans le succès, il y avait aussi des choses, donc le fait, à la fois je ne pouvais pas vivre un échec, inimaginable de m'arrêter, et à la fois se dire wow, c'est quelque chose qui est trop peut-être grand pour moi, ça va être trop difficile. Mais tout à fait, en fait, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Et le fait de penser qu'on va pouvoir y arriver, on y arrive plus que si on se dit mais non, moi, je ne vais pas y arriver. À compétence égale. Donc vous imaginez les répercussions que ça peut avoir même quand vous êtes engagé dans un métier, dans des études. Il y en a qui se disent oh non, je ne vais pas y arriver. Ils ne sont pas plus moins intelligents, moins de compétences que l'autre. L'autre il va dire oui c'est bon, j'y arriverai. Et ça change tout. Effectivement, les résultats sont meilleurs quand on dit je vais y arriver. Et on peut le corréler aussi à ce concept d'incompétence acquise parfois sur des gens qui n'arrivent pas à bouger, de croire qu'ils ne sont pas capables d'avancer, ils s'auto-persuadent finalement. Exactement, c'est tout le problème de la non-valorisation des échecs, ou en tout cas d'avoir vraiment vécu des échecs, de s'être trompé et que ça a été complètement dévalorisé, presque même humiliant. Donc du coup la personne elle fait un effort, ça se solde par un échec. Bon, ok, un enfant, pour apprendre, il a des échecs toute la journée, parce qu'il essaie de marcher, il tombe, il essaye à nouveau, parce que là, c'est pas dévalorisé, vas-y, essaye encore, etc. Mais adulte, dès qu'on se trompe, du coup, on voit bien que voilà, c'est le statut social qui en prend un coup, son statut tout court, et donc du coup, ça ne nous autorise pas à reproduire. Et on finit par être complètement démotivé. Hein. Il y a des expériences très intéressantes sur l'impuissance apprise, où on se rend bien compte que premier échec, pof, on dit bon, allez, je tente encore. Deuxième échec, encore un échec. Deuxième essai, encore un échec. Voilà, donc j'abandonne. Et même si le troisième essai est facile, on ne cherche même pas à l'atteindre, on perd tout de suite. Et donc c'est important, je trouve, dès le plus jeune âge, pouvoir savoir ça. Ça pourrait aussi changer beaucoup de choses en termes d'éducation. Et il y a aussi ces fameuses stratégies d'évitement. Tu décrivais ces personnes qui corrompaient, en tout cas qui payaient des personnes en plus pour ne pas vivre l'expérience pleinement. Est-ce que c'est aussi des petites astuces que notre cerveau met en place pour arriver à ses fins? D'éviter vraiment d'éviter la souffrance. Oui, tout à fait. En fait, on le voit bien en méditation. Pour éviter de penser à quelque chose, on ressent son attention ailleurs. Donc c'est vrai que on dit quand on a mal, on se tape plus fort à un autre endroit et finalement on va plus avoir mal à l'endroit initial. Mais c'est un petit peu ça, c'est que finalement c'est une stratégie peut-être non consciente, mais si j'ai très mal, du coup peut-être que il y a une forme d'intelligence des situations, une stratégie d'adaptation qui fait que l'attention elle se déplace ailleurs. Et en pensant à autre chose, finalement ça va passer assez vite. C'est comme quand on court, c'est peut-être des fois assez laborieux d'aller courir 1 heure, mais si on le fait en musique ou si on commence à penser à autre chose, à quelque chose qui est intéressant, en fait on se dit waouh, déjà une demi-heure, j'ai pas eu le temps passer. Et la perception du temps est extrêmement subjective. On peut penser que le temps passe lentement ou le temps passe vite pour une même période de temps. En fait, tout dépend des projections aussi qu'on a eues sur le fait que ça allait passer, ça allait prendre du temps ou pas. Si je me dis, bon, j'en ai pour 10 minutes d'attente et puis du coup, voilà, et que voilà, je vais être assez serein parce que je vais pendant ces 10 minutes. Mais si je pensais que ça allait me prendre moins de temps, là, les 10 minutes, elles vont me paraître très très longues. Donc tout dépend aussi de ce qu'on envisage. Et quand on se laisse le temps, quand on n'a pas d'enjeu de performance, là, presque le temps n'est plus une contrainte. Ouais. Justement, quand on a des enjeux de performance, comment on fait? Alors, quand on a les enjeux de performance, tout dépend si
ce sont les nôtres, déjà si on se les donne, si c'est d'autres qui nous les donnent. Est-ce qu'on adhère à ces enjeux de performance? Donc, est-ce que derrière, il y a une question de valeur? Enfin, c'est difficile de répondre à la question comme ça. Hein. Peut-être que pour certains, faire cette ascension, ça peut être vraiment un enjeu de performance de temps aussi. Donc tout dépend aussi de chacun et des motivations. Et c'est là qu'on va rentrer en action, c'est par rapport à un désir aussi, par rapport à quelque chose qui active nos émotions positives. Je vais activer ma puissance existentielle en fait en vivant des choses positives. Je vais me sentir vivant. Alors que si je suis dans la tristesse, dans la peur, dans l'anxiété, ça va plutôt me ralentir ou voire m'affaisser et ça ne va pas me mettre dans la performance. Donc pour aller dans la performance, vers la performance, il faut que j'ai des motivations internes, intérieures, propres à moi, qui m'invitent à le faire. On avait mis aussi dans l'invitation le terme emotion, hein, c'est l'émotion, ce qui nous met en mouvement. Comment on passe de... Et on est dans une culture où l'émotion, généralement, n'a pas vraiment sa place, surtout dans l'entreprise. On a tendance à mettre ça de côté, on ne veut pas forcément vivre les choses. Quelle est la force de l'émotion, justement, dans la mise en action? Les émotions ont un pouvoir incroyable sur beaucoup de choses. En fait, c'est quand même justement incroyable qu'on les mette de côté parce qu'en fait, on est des êtres émotionnels. Et les émotions ont des fonctions très importantes, des fonctions d'alerte. Déjà, elles nous alertent quand un de nos besoins n'est pas rempli ou quand il y a un danger potentiel. Donc, c'est hyper important aussi d'être à l'écoute de ces émotions et de les décrypter. Pourquoi j'ai peur? Il y a bien quelque chose qui est objectif dans cette peur. Il faut que j'aille creuser plutôt que de dire allez, arrête d'avoir peur. Non, qu'est-ce qui me fait peur réellement? C'est quoi l'enjeu, etc. Donc déjà, de mieux décrypter pourquoi on a des émotions, c'est important. Elles ont aussi une fonction sociale. On voit bien, elles nous rapprochent des autres, elles nous font nous comprendre, puisque j'ai une capacité à décrypter les émotions des autres. Je vais me dire, mince, elle a l'air triste, peut-être que je vais me rapprocher, ou attention, elle a l'air stressée, il y a peut-être un danger quelque part. Donc tout ça aussi, c'est pour mieux réguler, mieux nous adapter. Puis l'émotion, elle est contagieuse. Donc quand je suis d'humeur joyeuse, enfin d'humeur plus que d'humeur, parce que les émotions, c'est pas l'humeur non plus. L'humeur peut durer toute une journée, tandis que l'émotion, c'est un événement qui provoque une émotion. Mais si j'ai une émotion de joie, j'éclate de rire, les gens vont me regarder, vont avoir envie aussi de rire, on va voir le sourire sur toutes les lèvres. C'est quand même beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui se met en colère et qui va aussi miner un peu tout le monde. Donc c'est un pouvoir qui est très important. Les émotions ont un pouvoir sur la cognition aussi. Donc ce que je vous expliquais sur des mécanismes cognitifs. Si j'ai trop d'émotions, je vais avoir peut-être une mémoire qui est différente. Je vais être affectée au niveau de cette mémoire, je vais ne retenir peut-être que les choses négatives ou au contraire positives. Donc ça va tromper ma mémoire en quelque sorte. Ça va tromper ma prise de décision aussi. Hein. Donc on voit que quand on est plutôt dans l'anxiété, on va avoir des décisions un peu plus prudentes. Alors que si je suis triste, je vais au contraire avoir des décisions plus impulsives pour avoir de la récompense plus facilement. Donc je vais prendre plus de risques. Donc ne pas faire de décisions, ne pas prendre de décisions importantes quand on est dans un état émotionnel trop intense et qu'il n'est pas connecté avec la décision en plus. Ce que tu décris, ça donne l'impression en fait qu'il faut vraiment dans une situation presque, pas de contrôle, mais on se prépare à la journée le matin. C'est-à-dire qu'il faut conscientiser l'état dans lequel on va être. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir tout ce que tu décrivais comme exogène et comment est-ce qu'on reste dans une forme de maîtrise ou en tout cas de ne pas être trop chahuté. Je pense que cette préparation mentale dont vous parliez aussi, de se projeter déjà dans le succès, dans la réussite, etc., elle est très importante. Parce que ça aussi, donc l'imagerie mentale, c'est une capacité cognitive qui nous prépare vraiment à l'action. Et donc les études scientifiques ont prouvé, hein, même pour des skieurs descendants slalom ou des joueurs de basket, le fait de s'entraîner mentalement, donc
ben, fait qu'on fait quasiment le même temps en préparation mentale et on s'améliore en plus une fois on peut ne s'entraîner que mentalement, on s'améliore après réellement quand on fait l'exercice. Donc là, de se projeter quelque part, ça active même de voir mentalement les choses, ça emprunte les mêmes voies que la perception visuelle, le fait de vraiment voir les choses. Donc, et ça active déjà des zones prémotrices. Donc de penser, marcher, c'est comme si on marchait un petit peu. Donc c'est très important de faire ces exercices de préparation mentale, de visualisation, quand on veut aussi s'entraîner à faire les choses. Ce que je propose, c'est qu'on laisse peut-être la parole aux membres de l'audience, s'ils ont des questions pour Sandrine, pour Linda, Nathalie, avant de passer au moment où on ira prendre un verre et se connecter avec beaucoup de qualité attentionnelle. Peut-être, si je peux. Merci beaucoup, Sandrine, de vos explications. La psychologie cognitive, c'est une neuroscience, donc une science. Et Nathalie et Linda nous ont évoqué le cheminement qui est celui du corps, du cœur et de l'esprit. Dans quelle mesure on peut établir une conversation entre une science cognitive et le spirituel? Alors, les sciences cognitives ne sont là que pour justement expliquer tous ces mouvements que l'on peut faire ou ces interactions que l'on a au monde. C'est juste un éclairage sur ce que l'humain vit, c'est un décryptage de l'esprit humain. Et la psychologie cognitive, c'est allié à d'autres disciplines pour voir l'esprit humain sous un autre angle. Donc il y a l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, la psychologie cognitive. Donc il y a un bootcamp qui va avoir lieu au mois d'octobre au Maroc, qui est géré par Bouchra. Et puis un autre bootcamp au mois d'octobre. Donc ce sont des budgets quand même assez conséquents puisqu'on veut offrir le camp de 6 jours aux jeunes filles, plus tous les ateliers qui vont suivre derrière autour de l'éducation financière, l'éducation aux médias. On parlait de la question des médias. J'ai lu il y a peu de temps un jeune garçon aux États-Unis de 13 ans qui était dans un bus scolaire. Il a sauvé la vie de 65 autres personnes parce qu'il était le seul à ne pas être sur son portable. Donc ça donne un petit peu à voir de là où on en est. En tout cas, l'éducation aux médias, c'est un vrai enjeu à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et puis l'intergénérationnel, tout ça, ce sont des sujets qui nous semblent très importants en termes d'éducation et d'accompagnement. Donc nous, ce qu'on propose de faire vis-à-vis de ces jeunes filles, c'est de les sortir de leur environnement quotidien et de leur faire vivre une expérience à la montagne. Et puis l'expérience de la rencontre, on parlait de la nécessité de se faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude. Alors c'est vraiment l'esprit de WeTalk. Alors oui, c'est une association qui est portée par des femmes, qui vise à promouvoir le féminin pluriel, donc toutes les femmes dans leur pluralité, quels que soient les modèles de réussite. Mais bien sûr, on ne fera pas société sans les hommes, ou sans la différence, quelle qu'elle soit. Donc c'est une association qui est ouverte à tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les autres sponsors, j'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, je veux remercier très chaleureusement toutes les personnes, donc les bénévoles qui contribuent à pouvoir organiser ce genre d'événement. L'agence Forward, nos Savoyardes en chef, Tiane et Adriana qui portent toute la campagne de Trek for Good, logo. Il y a le site internet qui est sorti, je vous invite à aller le voir, il est superbe. Le carnet, etc. Enfin voilà, toutes les actions autour. Donc il y a du mécénat de compétences qui est mis en œuvre. Et puis si d'autres personnes connaissent des entreprises ou d'autres structures qui sont prêtes à soutenir, on est preneuse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, vous avez quelques images. Donc WeTalk, c'est une association qui a été créée en 2014. Donc il y aura 10 ans l'année prochaine. On fêtera nos 10 ans à Lyon, qui est une association parisienne que j'ai créée avec d'autres amis et maintenant que j'ai transférée à Vénissieux. Donc on recherche des bénévoles, on recherche toute personne qui souhaite co-construire avec nous cette question du féminin dans la société. Je remercie aussi chaleureusement Fatia. Donc voilà, j'ai pas de mots, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, ta relecture et ta présence. Et puis Myriam, enfin voilà, toutes les personnes qui sont là, qui ont participé à la campagne. Et on va peut-être terminer avec le visuel sur le Kili. On nous a préparé, donc on aura l'occasion d'échanger un petit peu plus avec les intervenantes et d'apprendre à se connaître un petit peu mieux. Et on vous a préparé un document qui s'appelle « Quel est votre Kili ?» Vous aurez l'occasion vous-même de vous poser la question de quel est votre Kili, c'est-à-dire quel est le sommet que vous avez besoin d'atteindre. Je vous invite à échanger, à partager et je crois tour
on voulait évoquer ensemble. Merci beaucoup pour votre qualité attentionnelle. On vous retrouve tout de suite autour d'un verre et quelque chose à manger. Alors, Merci une petite parenthèse, vous avez le Maroc à Sfax, si vous voulez y aller, vous avez les jardins Majorel. Donc si vous voulez aller faire des photos, voilà, mettre un petit mot sur il y a une petite guirlande, et vous pouvez mettre un petit mot sur votre intention ou sur quel est votre défi personnel ou professionnel, ou votre défi tout court en termes de savoir-être. Des fois, voilà, on a des compétences, on se dit, oh là là, je suis pas assez confiante, je suis pas assez patiente, enfin voilà, tous nos petits trucs qui nous gênent parfois au quotidien. Donc c'est l'occasion aussi de poser l'intention après cette soirée, qu'est-ce que vous avez envie, quel sera votre kili. Et vous avez effectivement un petit schéma dans le livre et qu'on vous fera passer aussi pour travailler à titre personnel. C'est intéressant de partager à ce niveau aussi. Merci beaucoup. Avec Nathalie, Nadia et Bouchra fixé le prochain trek qui aura lieu en janvier 2024, donc du 1er au 8. Et cette fois-ci, on a décidé de changer d'élément naturel puisqu'on passe de la montagne au désert. Donc on part pour le désert algérien du 1er au 8 janvier, si Dieu nous prédit, et on pourra donc aussi adosser ce trek à une autre action qui sera envers une solution dédiée à la santé inclusive pour les enfants. Mais je ne voudrais pas brouiller les messages aujourd'hui puisqu'on reste encore sur la campagne de levée de fonds pour les bootcamps au Maroc pour ces jeunes filles. Mais d'ores et déjà, rendez-vous est pris pour janvier pour le deuxième trek. Donc physiquement, vous allez pas vous préparer, mesdames et messieurs. Voilà, et je sais qu'on va rigoler quand même. En tout cas, merci à toutes et tous et merci Katia aussi pour ta participation.